Un jour, j'ai pris conscience que mes galères, enfin mes expériences, pouvaient aider d'autres personnes à les dépasser plus vite et surtout sans s'abîmer au passage. Alors je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir chez Reset Your Mind, le podcast dédié à votre évolution personnelle et professionnelle. Dans cet épisode, j'avais envie d'aborder avec vous un sujet dont on parle plus trop ces derniers temps, qui est pourtant toujours bien réel. La solitude du manager, du leader. Prenons un instant pour vous remémorer votre propre parcours. Comment en êtes-vous arrivé là ? Combien de personnes aujourd'hui composent votre équipe ? Et si vous n'avez pas d'équipe, c'est pas gênant. Et comment évoluez-vous dans le milieu professionnel ? Car être leader, c'est aussi avoir ce côté charismatique, embarquer les gens autour de vous. On ne parle pas que de leadership hiérarchique. Petite question, vous aussi vous avez été promu manager comme une récompense du coup ? Vous en êtes venu à diriger des équipes toujours plus importantes au fur et à mesure de votre carrière, car cela allait de pair avec vos évolutions de poste ? Ou alors votre business a décollé et de founder ou entrepreneur, avec une idée précieuse que vous teniez à exposer au monde, vous avez commencé à gérer des freelances, puis vous vous retrouvez petit à petit avec des équipes multidisciplinaires, toujours plus nombreuses, qu'il faut aligner, synchroniser et fédérer autour de cette idée, justement, cette vision que vous chérissez depuis de nombreuses années. Et ce, pour la plupart d'entre nous, sans réelle formation au management. Alors, c'est quoi la solitude du manager ? Pour beaucoup, c'est la rançon de la gloire. C'est l'étape indispensable, celle qui vous fait gravir les échelons et amène les augmentations de salaire. Dans notre société, devenir manager, c'est encore et malheureusement, je dirais, trop souvent associé à cette évolution professionnelle, à cette reconnaissance sociale, à cet impact en interne ou en externe qui définit pour beaucoup votre propre valeur. Ça tend à changer, et tant mieux, mais c'est encore loin d'être l'idéal. D'autant que devenir manager, c'est loin d'être une finalité en soi. Nous ne sommes pas tous simplement faits, nous ne sommes pas tous faits pour nous épanouir dans ce rôle. Il y a plein d'autres façons de s'épanouir. Toutefois, le monde du travail tel qu'on le connaît aujourd'hui, devenir manager est souvent la seule réelle reconnaissance, évolution professionnelle. Et le pire dans tout ça, c'est que, hormis si vous sortez d'une école où vous avez eu quelques cours de management théorique ou d'un cursus très spécifique, vous vous retrouvez la plupart du temps promu à ce rôle sans aucune formation, sans aucun accompagnement. Et là, c'est le début d'un long fleuve qui est loin d'être tranquille. Donc, dans le meilleur des cas, vous avez la chance d'être dans une entreprise qui vous accompagne, qui met en place du mentoring en interne, qui vous forme à minima lors de votre prise de poste. Et ça, c'est génial et merci aux entreprises. Et je pense qu'il est important que les entreprises continuent à le faire et continuent à investir dans cet accompagnement-là. Mais ça reste quand même assez rare la plupart du temps. On vous promeut manager ou leader et on vous laisse vous former sur le tas ou au travers de vos rencontres et de vos connaissances. Et autre point que moi je trouve assez dommageable en tout cas aujourd'hui, et c'est là où j'encourage les entreprises qui font déjà ce premier pas d'aller encore plus loin, c'est de continuer à accompagner post-prise de poste. Parce que là, une fois que vous êtes en place, que vous êtes reconnu comme étant manager, on vous accompagne plus trop non plus. Sauf que manager 2, 5 personnes, c'est pas la même chose que de manager 10, 20, 30 personnes, voire beaucoup plus. Alors, notre société, elle change toujours plus vite et donc la relation au travail change, les attentes changent. Donc forcément, le management, lui aussi change. Et c'est ça qui est très bien. Celui d'il y a 5 ans n'est absolument plus celui attendu par nos collaborateurs aujourd'hui et encore moins celui qui a 10 ans, 15 ans et plus. Le management, c'est ça qui est passionnant, c'est une science en perpétuel renouvellement. C'est un fait, cette science se révolutionne aussi régulièrement que les nouveaux entrants et le contexte, les pandémies et ce genre de choses. Et c'est ainsi que nous sommes humains. Et à ce titre, notre évolution, elle n'est pas linéaire,
elle se fait par bond. C'est vrai que ça demande un grand exercice de style, et plus vos équipes sont importantes, plus l'exercice peut être acrobatique. Alors, la solitude du leader, qu'est-ce que c'est réellement ? D'où vient-elle ? Ce que j'ai pu constater au travers de ma propre expérience et des personnes que l'accompagnent, c'est que les principaux freins, et vraiment, c'est vrai, les principaux freins sont liés à nos propres croyances, nos propres injonctions, nos propres peurs. Et oui. Bon, la bonne nouvelle, spoiler alerte, c'est que c'est pas une fatalité. Donc, on va revenir aux différents freins, et promis, je vous donnerai quelques pistes, quelques solutions. La liste sera loin d'être exhaustive, mais ça vous aidera quand même à voir l'autre côté du tunnel. Donc, les principaux freins, je m'explique. Je m'explique au travers de quelques exemples que j'entends régulièrement auprès de mes coachés ou que j'ai moi-même pu traverser. La première phrase que j'entends tout le temps, très fréquemment, c'est « Oui, mais je me dois de montrer l'exemple. Je dois être exemplaire. » Oui, mais lequel exemple ? Pour ma part, la première partie de ma carrière, pendant presque 15 ans, je pense, a été réalisée dans le cadre d'un management très paternaliste. Et oui, ça remonte à quelques années. Je sais, paternaliste, c'est un gros mot. Ok, mais appelons un chat un chat. J'ai eu que des managers, hommes de plus de 45-50 ans, pendant presque 15 ans. Et si j'ai appris plein de choses, et pour la plupart, je leur fais un clin d'œil de remerciement, j'ai appris plein de choses. Mais j'ai aussi vécu beaucoup de choses qui m'ont dérangée. Et c'était pas lié à eux, c'était lié à qu'est-ce que c'était que le management à cette époque-là. Des choses qui m'ont dérangée, dans lesquelles je me reconnaissais pas. Je suis une femme, donc j'avais peu de place à la parole en réunion. Oui, je sais, ça fait cliché, mais c'est vrai. Pas ou peu d'évolution de poste en interne dans certains cas de figure, parce que potentiellement j'aurais pu vouloir avoir envie d'avoir un enfant. Enfin bref, je sais que c'est cliché, mais c'est du vécu. Et je le vois au travers de mes coachés très fréquemment. Est-ce que l'exemple, alors autre type d'exemple, est-ce que l'exemple que vous avez eu aussi, il vient de votre cercle familial, qui aussi aimant pouvait-il être, avait ses propres biais et connaissait pas toutes les possibilités de management et n'avait vécu que son propre prisme. Est-ce aussi, par exemple, l'exemple que vous avez eu à l'école, pour ceux qui ont eu des cours de management ? Est-ce que c'est un exemple que vous vous êtes construit de vous-même ? Donc, on se doit de montrer l'exemple en tant que leader. Oui, c'est vrai, mais lequel ? Et je pense que cette réponse est à définir. Je continue. L'autre type de frein, c'est la pression que l'on se met à soi-même. Les phrases types que j'entends régulièrement et que je me suis moi-même appliquée, je dois être à la hauteur. Je ne sais pas faire, j'ai jamais fait. Comment je vais faire ? Que vont penser les autres de moi ? Je suis pas assez compétente. Ouais, et ça, c'est tout le temps. Autre type, la pression du contexte économique de l'entreprise. Alors là, je vais vous poser une question très simple. Est-ce que vous avez le pouvoir d'influer sur le contexte économique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui ? Arrêter les guerres qui sont en cours, augmenter le pouvoir d'achat comme ça du jour au lendemain, empêcher le rachat de votre boîte par la société concurrente ? Pour la plupart d'entre nous, en tout cas, nous n'avons pas ce pouvoir. Ce contexte économique d'entreprise dans lequel vous baignez est une circonstance en grande partie sur laquelle vous n'avez pas de prise. Ici, vous avez alors deux options. Quand on est dans un contexte où on n'a pas de prise, c'est factuel, c'est neutre, c'est extérieur à vous, à votre prise de décision, il y a deux possibilités. Soit vous ruminez des heures et des semaines, pour ne pas dire des mois, sur ce qui devrait être, sur ce qui aurait dû se passer, sur ce qu'un tel ou un tel aurait dû faire. Oui, vous connaissez l'expression, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Deuxième option, vous vous focalisez sur ce que vous pouvez faire réellement, concrètement, à votre niveau. Et vous utilisez votre énergie, potentiellement votre ressentiment, à chercher
en dehors, out of the box, en chercher des solutions en dehors des solutions et des sentiers battus. Vous focalisez sur ce que vous pouvez faire réellement, concrètement, à votre niveau. Parce que si vous ne prenez pas de recul sur des événements sur lesquels vous n'avez pas de prise, je vous rappelle, la plupart d'entre nous vont rester tétanisés à faire du surplace, à ruminer, au lieu de regarder devant, au-delà de l'obstacle et chercher des solutions de contournement. Dans ce cas précis, nous avons le pouvoir de rester lucide et d'orienter nos efforts à trouver des solutions, des alternatives, des changements de position. Mais bon, là je suis déjà passée dans la solution, je vais revenir à un autre frein. Celui-là j'aime beaucoup. Être parfait. Je dois être parfait. On peut le dire de la manière dont on veut, mais bon. Est-ce qu'on a besoin vraiment de rappeler que la perfection n'existe pas ? Ma perfection n'est pas celle de mon voisin, ni celle de mon boss, ni celle de mon client. Donc s'échiner à atteindre cette illusoire perfection est inutile. Et source de stress, voire d'angoisse pour beaucoup, en tout cas pour bien trop de personnes. Dernier exemple, ne surtout pas demander de l'aide, parce que demander de l'aide, c'est une preuve de faiblesse. Et vous connaissez beaucoup de personnes, vous, qui savent tout sur tout, tout le temps. Des personnes qui pensent tout savoir sur tout. Oui, ça, il y en a pas mal, fondamentalement. Mais des personnes qui savent, qui sont réponse à tout, qui ont un savoir incommensurable. On ne peut pas tout savoir. Et demander de l'aide est aussi une preuve de sagesse. Et quand quand remonte la dernière fois que vous avez appris quelque chose, que vous êtes sorti de la posture du sachant pour être le newbie qui ne connaît rien et qui pose justement question naïve sur question naïve. Je vous recommande, c'est très instructif. Alors on va passer aux solutions quand même, ou en tout cas aux pistes que moi qu'on a pu m'apporter, que j'ai pu tester, que j'ai vu fonctionner. La première, c'est faites-vous confiance à vous. Si on vous a nommé à ce poste, c'est que vous êtes là ou la meilleure personne de l'entreprise pour ce poste. Si vous avez obtenu ce job dans le cadre d'une nouvelle prise de poste, c'est que la société a vu en vous vos capacités, votre potentiel. Si votre entreprise décolle aujourd'hui, c'est que vous êtes la personne qu'il faut à sa tête. Mais vous n'êtes pas Shiva. Alors, vous n'aurez jamais assez de mains pour tout faire et vous n'avez qu'un seul cerveau. Donc autant le préserver et faire confiance. Ça m'amène à ma deuxième piste pour vous. Votre équipe, à vos équipes, ceux qui vous entourent. Entourez-vous, complétez vos faiblesses, les domaines que vous maîtrisez le moins par des experts ou des personnes qui en veulent, qui ont le potentiel. Vous verrez que plus vous effacez en tant que leader omnipotent qui sait tout sur tout, et plus vos équipes prendront le relais et vous prépareront des miracles. Arrêtez le micromanagement, pitié, stop. Si, je vous vois là, je vous vois bien rechecker tous les process, tous les dossiers, y compris juridiques, les comptables, alors que vous n'êtes pas du tout du milieu, jusqu'à la couleur du Pantone de la charte graphique. Please, stop. Vous tuez tout esprit d'adhésion et de responsabilité dans vos équipes. Piste suivante, oubliez la perfection. Préférez l'impact et concentrez-vous sur la valeur que vous créez dans votre structure. Pourquoi est-ce que vous êtes là, vous, et pas quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce qui fait de vous la personne parfaite pour ce job ? Vous connaissez la loi de Pareto ? Je vous invite à la garder en tête. 20% de votre temps sur ce que vous produisez génère 80% de l'impact. Oui. Voulez-vous vraiment passer 80% du reste de votre temps à générer 20% d'une perfection qui sera la vôtre, mais qui ne sera pas celle de votre boss, pas celle de votre board ou de votre client ? Lâchez du lest et partez du principe qu'il y aura toujours des questions,
des demandes de précision. C'est normal. Et c'est à la manière dont vous les recevrez que vous montrerez là où le vrai professionnel qui est en vous. Si vous avez bossé jusqu'à 2h du matin la veille pour vous assurer que les bullet points étaient bien alignés, vous serez un peu moins fraîche et frais ou à même de réagir posément en cas de question. Piste suivante, prenez du temps pour respirer. Pour respirer et faire des activités autres qui n'ont rien à voir avec votre job. Ça, c'est personnellement ce que j'ai négligé pendant bien trop longues années. Faites du sport, de la lecture, du temps en famille, du temps avec vos amis, comme vous planifiez vos réunions, comme vous vous engagez à être présent au bureau. C'est primordial. Vous verrez que c'est en faisant autre chose que les situations les plus épineuses se dénouent. Le plus souvent et le plus facilement aussi. Rester chevillé à son bureau ou dans les bureaux lorsque cela fait déjà plus de 10 heures que vous vous acharnez à chercher une solution ne sera jamais des plus productifs. Vraiment. Dernier point, entourez-vous. Vous n'êtes pas seul. Vos amis sont là. Votre network est primordial. Sortez la tête de l'eau. Observez ce qui se passe autour de vous dans d'autres domaines. Rencontrez d'autres professionnels. Assistez à des conférences de votre milieu ou hors de votre milieu. Ça prend pas tant de temps que cela. Et je peux vous garantir que le ROI vaudra toujours plus que le temps investi. C'est primordial de relever la tête hors du guidon ou sortir la tête de l'eau. Prenez l'expression qui vous plaît le plus, qui vous parle le plus, mais vraiment, un leader se doit de prendre du recul. Et c'est en prenant ce temps-là, en partageant avec des pairs, que vous vous enrichissez d'autant plus. Et dernier point, faites-vous coacher. Je sais, c'est une coach qui vous dit ça, facile, mais vraiment, ça change la vie, ça révolutionne votre regard sur vous-même, sur votre travail, sur vos équipes et votre pouvoir. Oui, votre pouvoir. Vous avez le pouvoir de décider sur tout et ça vient pas toujours tout seul. On a parfois besoin d'un petit coup de pouce ou d'un petit coup de pied, ça dépend, pour sortir de notre spirale infernale. Donc, n'attendez pas le plan de formation de votre entreprise pour vous ouvrir les chakras, pour investir en vous. Vous êtes votre asset, votre connaissance, votre compétence la plus importante, la primordiale. Investir en vous, c'est le nerf de la guerre, de votre capacité à réagir. Le monde du travail change, on parle là de management et de leadership, mais le monde du travail change. Les métiers que l'on fait aujourd'hui n'existaient pas il y a 5 ou 10 ans, et les métiers de demain n'existent pas aujourd'hui. Donc, investir en vous est la meilleure chose à faire pour continuer, alors déjà personnellement à trouver un équilibre, mais aussi professionnellement pour décupler votre potentiel, pour décupler votre impact, votre capacité à réagir et à vous adapter. Donc apprenez à craquer vos pensées limitantes, celles héritées de votre cycle familial, de vos études, de votre job précédent, de la société dans laquelle on vit. Il y en a un paquet. Vous les avez tellement intégrées que maintenant elles vous semblent insurmontable, indiscutable, ancré dans le marbre. Je vous donne quelques exemples. Demander une augmentation en cours d'année, pour certains, c'est juste inenvisageable. Candidater à ce poste, alors que vous ne maîtrisez pas tout le scope à 100%, c'est juste une proportion extrêmement importante de personnes. Donc, apprenez à investir en vous, à programmer votre cerveau, reprogrammer votre cerveau, à construire de nouveaux schémas de pensée pour déployer vraiment votre plein potentiel tout en étant dans un respect de vous et de votre équilibre. Donc, en conclusion, pour finir cet épisode, la solitude du leader est quelque chose que l'on s'impose à soi-même. Ce n'est pas une obligation. Vraiment. Ne faites pas la même erreur que moi et que beaucoup d'autres personnes font aussi autour de vous. Ça ne fera pas de vous un moins bon leader que de demander de l'aide à une paire ou à un pair, que de demander de l'aide à votre équipe, à votre boss.
Un bon leader est un leader qui se connaît, qui connaît ses forces, qui connaît ses faiblesses et qui sait s'entourer justement pour combler ses points faibles. Et c'est au prix de l'humilité et d'un ego relégué loin, que vous créerez les équipes les plus solides, les plus épatantes, qui vous emmèneront là et même au-delà de vos espérances. Une leader ou un leader, c'est celle ou celui qui sait où elle ou où il veut aller, qui ouvre la voie, mais qui ne connaît pas forcément toutes les étapes pour y aller. Je vous laisse méditer sur ces paroles. Prenez soin de vous et reset your mind. N'hésitez pas non plus à partager vos commentaires. Je serais ravie de poursuivre cet échange par écrit. Si vous souhaitez m'accompagner aussi dans cette démarche, vous pouvez partager ou noter ce podcast pour le faire connaître au plus grand nombre.